Si quelqu'un m'avait dit, le 20 janvier 2025, que durant le deuxième mandat de Donald Trump, il se lancerait dans une guerre contre l'Iran, avec l'appui d'Israël, qu'il étoufferait le dossier Epstein, que les prix monteraient au lieu de baisser, que l'inflation resterait élevée et qu'il renierait certaines promesses électorales centrales simplement parce qu'elles sont trop impopulaires, je l'aurais cru sans hésiter. N'importe qui pouvait voir venir cela. Cette mise en scène du promettre une chose, puis filer dans l'autre direction, n'a jamais vraiment été une nouveauté sous ce style de gouvernance. Maintenant, le Wall Street Journal rapporte que Donald Trump a dit à des membres de son entourage rapproché que certaines de ses politiques de déportation de masse étaient allées trop loin. Il faut être clair sur un point. Donald Trump ne dit pas qu'elles sont allées trop loin parce qu'elles sont inhumaines, qu'elles violent des droits humains fondamentaux ou qu'elles sont illégales. Ce qu'il dit, c'est qu'elles sont allées trop loin parce que ces chiffres dans les sondages sont en baisse, parce que le Parti républicain fait maintenant face à de très sérieux ennuis en vue des élections de mi-mandat de 2026. Malgré cela, il semble que Donald Trump admette que plusieurs pans de son appareil ont complètement échoué et qu'il cherche à changer de cap. Il y a énormément de nouvelles autour de cette affaire qui sont sorties au cours des dernières semaines. Quand les sondages dégringolent, il arrive soudain que la conscience politique se réveille au moment le plus opportun. On peut revenir un peu en arrière. Le 10 mars, on a révélé que l'administration de Donald Trump avait demandé aux élus républicains de la Chambre des représentants d'arrêter de parler des déportations de masse. C'est assez frappant. Ils avaient fait de cette question un thème central de l'élection de 2024. Mais après l'élection de Donald Trump, rendue en 2026, les Américains ont vu la réalité de ces politiques d'immigration, les déportations de masse, l'ICE, qui entre dans les communautés, qui cognent aux portes sans mandat. Et ils n'acceptent pas cela. Alors la Maison-Blanche et les républicains paniquent et disent qu'il ne faut plus faire de ça un message de campagne pour 2026. Manifestement, quand les slogans se heurtent au réel, c'est toujours la salle de communication qui panique en premier. Axios rapporte que le chef adjoint du personnel de la Maison-Blanche, James Blair, que j'ai déjà attaqué sur Twitter et que je considère comme un perdant complet, a discrètement pressé les élus républicains de la Chambre, mardi, d'arrêter de mettre l'accent sur les déportations de masse et de concentrer plutôt leur message sur l'expulsion des criminels violents, selon des sources issues de réunions à huis clos. Pendant ce temps, ce sont les démocrates qui disent qu'il faut expulser les mauvaises personnes, qu'il faut tenir les mauvaises personnes responsables, plus précisément les criminels violents, les gens qui commettent des crimes. Tandis que pour ceux qui sont ici depuis 30 ans, qui travaillent, qui contribuent à leur communauté, qui n'ont même jamais reçu une contravention pour excès de vitesse, il faut leur offrir une voie vers la citoyenneté. Au moment où il faut recycler un langage plus modéré, voilà que ce qui était dénoncé comme de la faiblesse devient soudain une solution pour sauver les points dans les sondages. Autrement dit, le Parti républicain se rapproche de notre position sur l'immigration après être allé beaucoup trop loin vers la droite auparavant. Maintenant, ils rebroussent chemin parce qu'ils savent à quel point cela est impopulaire. Les déportations de masse étaient évidemment au cœur du message de campagne républicain de 2024, mais près de la moitié des Américains jugent maintenant que la campagne de déportation de masse de Trump est trop agressive, y compris un électeur sur 5 qui a voté pour lui en 2024, selon un sondage politique. Blair a transmis ce message lors d'une séance d'écoute sur les politiques publiques avec des élus républicains pendant leur retraite annuelle en Floride. Il a encouragé les membres à se concentrer sur l'expulsion des criminels violents, plutôt que de défendre le concept plus large des déportations de masse. La politique ne change pas, seule la façon de l'emballer change pour qu'elle paraisse moins répugnante, comme si changer l'étiquette suffisait à faire oublier ce qu'il y a dedans. Ce qu'il faut souligner, c'est que cette politique n'a en réalité pas changé. Elle est toujours là. Ils ne veulent simplement pas être honnêtes avec le peuple américain sur ce qu'ils font. Ce conseil montre que la Maison-Blanche ajuste sa stratégie et reflète l'inquiétude grandissante, dans une partie du Parti républicain, de voir les démocrates réussir à décrire la politique d'immigration de Trump comme trop large, trop indiscriminée. Et c'est exactement ce qu'elle est. Les chiffres le montrent aussi. En réalité, je pense même que le sondage cité ici par Politico est l'un des plus modérés. D'autres sondages montrent que près de 60 à 70% des Américains n'appuient pas ce que Donald Trump est en train de faire. Parfois, ajuster le message n'est qu'une façon polie de dire qu'ils savent très bien que le public a compris le numéro.
Le représentant démocrate Ted Lieu a réagi à cette histoire en disant que Trump avait déjà perdu. Trump croyait que l'Amérique allait accepter sa vision sombre, dans laquelle des agents fédéraux anonymes sèment la peur dans les communautés pour mener des déportations de masse. Mais les Américains ont rejeté cela. Et maintenant, Trump et les républicains reculent. Novembre approche à grands pas. Finalement, ce n'est pas parce qu'on hausse le ton en conférence de presse qu'on transforme une mauvaise politique en bonne idée. Au même moment, le New York Times a rapporté que, pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre agricole, l'administration Trump se tourne maintenant vers les travailleurs migrants. Cela montre encore davantage leurs contradictions. Ils ont diabolisé les immigrants, les décrivant comme de mauvaises personnes qui font de mauvaises choses, comme s'ils ne voulaient pas simplement une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles. Et maintenant, ils réalisent que certains de ces gens sont en réalité de bonnes personnes, qu'ils travaillent fort, qu'ils essaient de bâtir une vie meilleure et de poursuivre le rêve américain. Ils ne l'admettront pas publiquement devant la population, mais ils savent qu'ils avaient tort. Quand il manque de monde pour récolter, les discours musclés ne remplacent pas une journée de travail dans les champs. Pendant des années, le secteur agricole a dû composer avec un marché du travail de plus en plus serré, alors que les travailleurs agricoles vieillissent et que de moins en moins de nouveaux immigrants ou de jeunes Américains sont prêts à travailler dans les champs. De hauts responsables de l'administration Trump avaient affirmé que les déportations de masse allaient améliorer la situation, en créant de meilleurs salaires, de meilleurs avantages et une main-d'œuvre 100% américaine. Mais au cours des derniers mois, cette administration a discrètement admis que ses raids en immigration et son resserrement de la frontière avaient aggravé le problème. Elle s'est donc tournée vers une autre source, rendre moins coûteuse, pour les agriculteurs, l'embauche de travailleurs agricoles immigrants avec des visas temporaires. Ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres qui montre l'effet boomerang à grande échelle pour l'administration Trump. Au bout du compte, l'économie a souvent le mauvais goût de gâcher les grandes envolées de slogans. Un autre exemple très révélateur vient de la Floride. Là-bas, Ron DeSantis a créé un conseil composé de 8 shérifs conservateurs pro-MAGA chargés de façonner une politique d'immigration dure. Mais au lieu d'appuyer cette ligne, 6 des 8, tous des partisans déclarés de Trump, ont affirmé vouloir mettre fin aux déportations de masse. C'est un effet boomerang complet pour Ron DeSantis et le Parti républicain. Quand même, l'équipe choisie pour valider le message commence à quitter le micro. Le problème ne tient manifestement plus à la présentation. Tout cela nous mène à la situation actuelle. Donald Trump sent le vent politique tourner. Il voit exactement les histoires que je viens d'évoquer et il dit maintenant à ses proches qu'il est possible que tout soit allé trop loin. C'est presque un aveu d'une évidence écrasante. Donald Trump cherche à réduire la visibilité de sa campagne de déportation de masse et a demandé à ses principaux conseillers d'adopter une nouvelle approche sur l'une de ses promesses électorales centrales. Dans ses conversations avec ses proches conseillers et avec Melania, ce qui est assez révélateur, Trump en vient à croire que certaines politiques de déportation de son administration sont allées trop loin et que les électeurs n'aiment pas l'expression « déportation de masse ». Il dit vouloir voir plus d'attention portée à l'arrestation des mauvaises personnes et moins de chaos dans les rues américaines. Quand l'expression tant célébrée sur scène pendant la campagne devient soudain un fardeau, on se rappelle tout à coup le poids réel des mots dans la vie publique. Il y a ici une contradiction flagrante. Il dit vouloir moins de chaos dans les villes américaines, alors que c'est lui-même qui a envoyé l'ICE dans ces villes, en donnant même différents noms opérationnels à ses interventions. C'est lui qui a créé le chaos. Mais comme d'habitude, Donald Trump n'a pas la moindre conscience de soi et ne se reprochera jamais rien. C'est un style de gouvernance désormais bien connu. Provoquer l'incendie, puis arriver comme si on venait inspecter l'extincteur. Cette volonté de réinitialiser la politique d'immigration est en partie poussée par la chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles, qui estime que l'équipe chargée de l'immigration a transformé l'un des grands dossiers du président en boulet politique à l'approche des élections de mi-mandat. C'est pourquoi l'administration tente de changer non seulement la façon dont elle parle de la question, mais aussi la façon dont elle agit concrètement sur le terrain. Ce virage est mené par le tsar de la frontière de la Maison-Blanche, Tom Hamman, depuis qu'il a pris en charge les opérations de l'ICE à Minneapolis, et le fait qu'un personnage comme celui-là soit responsable de cela est très inquiétant. Quand une politique doit sans cesse changer de visage pour porter son image, cela ne démontre généralement pas sa force,
mais plutôt l'ampleur de sa crise de crédibilité. Cela montre aussi l'excès de confiance illusoire que l'administration Trump a traîné avec elle après l'élection de 2024. À ce jour, Donald Trump dit encore qu'il s'agissait d'une victoire écrasante, qu'il avait reçu un mandat des électeurs pour faire tout ce qu'il voulait. En réalité, ce n'est pas le cas. Il a gagné le vote populaire de justesse. Il a aussi gagné de justesse dans certains États pivots. Il aurait suffi qu'environ 10 020 voix basculent dans les 3 États pivots du Midwest pour que Harris soit présidente aujourd'hui. Donc, ce fameux mandat qu'il s'imagine n'existe pas. Il croyait que tous les Américains avaient voté pour lui, qu'il pouvait entrer à la Maison-Blanche et pousser tout à l'extrême sans perdre l'appui du public. Cette stratégie se retourne maintenant contre lui. On dirait que, dans cette mécanique de propagande, une victoire serrée devient automatiquement une écrasante victoire du simple fait de la répéter assez fort. Même Susie Wiles reconnaît maintenant que la direction actuelle de l'IC, du moins pour le moment, ne poursuivra pas les opérations spectaculaires de grande visibilité comme celles qui ont eu lieu dans de grandes villes démocrates comme Chicago, Washington D.C. et Minneapolis. Tant mieux. Ce qui s'est passé à Minneapolis, le meurtre de 2 citoyens américains, Rennie Nicole Good et Alex Prey, ne doit pas être oublié. L'administration Trump les a peu être oubliés, mais pas moi. Et pour l'instant, il semble que l'IC ne poursuivent pas dans cette direction. Les opérations montées comme des démonstrations de force font souvent beaucoup de bruit à l'ouverture, puis se replient discrètement quand les conséquences commencent à apparaître. Les arrestations d'immigrants sont tombées à environ 1200 par jour, après avoir dépassé 500 par jour lorsque l'ICE menait son opération sans précédent au Minnesota. Pourtant, une porte-parole de la Maison-Blanche affirme encore que personne ne change le programme d'application de la loi en matière d'immigration de l'administration et que la priorité absolue de Trump a toujours été de déporter les immigrants sans statut, qui, selon eux, mettent les communautés américaines en danger. C'est aussi le genre de formule bien rodée. La réalité change de trajectoire, mais le lutrin, lui, essaie de rester immobile. Les conseillers de Trump considèrent le renvoi de Christine Noem comme le moment idéal pour relancer la stratégie. Mark Wayne Mullen, choisi par le président pour remplacer Gnome, a déclaré lors de son audience de confirmation que, s'il était confirmé, il réorienterait l'IC loin de certains affrontements agressifs qui ont fini par définir l'agence, au profit d'une approche plus coopérative avec les autorités locales. Mais je ne crois pas du tout Mark Wayne Mullen. Il peut bien dire cela, sous serment, ça ne me convainc pas davantage. Je n'ai aucune raison de croire qu'un sénateur républicain, essentiellement une marionnette de Donald Trump, va arriver là et réellement rendre l'IC plus humaine. Dans cet appareil, la promesse d'un virage plus doux ressemble souvent à une nouvelle version du même vieux scénario. Il a aussi promis d'annuler plusieurs directives de Gnome concernant l'ICE, y compris une politique permettant aux agents d'entrer de force dans les domiciles privés d'immigrants sans mandat criminel signé par un juge. Rien que cela est déjà insensé. Mais je ne crois pas non plus qu'il va réellement revenir en arrière là-dessus. Il a dit que son objectif, dans 6 mois, était que l'IC ne soit plus le principal sujet de l'actualité tous les jours. Au cours des derniers jours, Trump s'est aussi plaint auprès de ses conseillers des mauvais titres qu'il a récoltés sous le mandat de Gnome, et il a demandé s'ils étaient au courant de son processus inhabituel d'approbation des contrats. Quand la priorité absolue est de ne plus faire la une, le problème n'est souvent plus la morale de la politique, mais la laideur du titre de journal. Plusieurs sondages, au début du mandat de Trump, avaient montré que les électeurs appuyaient fortement son objectif de déporter les immigrants sans papier. Mais depuis, certains sondages montrent une opposition croissante à sa façon de faire. Ce changement de ton inquiète certains de ses plus proches conseillers, particulièrement ceux qui ont passé des années à préparer un second mandat de Trump, dans lequel ils espéraient le voir mettre en place la vaste campagne de déportation qu'ils défendent depuis longtemps. Rosemary Jenks, cofondatrice de l'Immigration Accountability Project, un groupe conservateur, estime que les républicains doivent mobiliser leur base en vue des élections de mi-mandat et que cesser de parler de la promesse phare de Trump n'est pas la façon d'y arriver. Cela montre que, même à l'intérieur de leur propre camp, des fissures apparaissent. Quand même le noyau militant le plus enthousiaste craint de perdre son élan électoral, il devient évident que la machine de propagande ne tourne plus aussi rond qu'avant. Au début même du bulletin, on pouvait aussi voir tous les indices boursiers en baisse. Il s'agit des marchés mondiaux, dont l'Asiado. Et c'est aussi un signe de l'Amérique sous Donald Trump,
puisque le SP et le Dow suivent la même tendance à cause de la guerre qu'il a provoquée. Les marchés ont souvent une façon très froide de répondre aux démonstrations d'assurance excessive derrière un lutrin. Peu importe l'angle sous lequel on regarde cela, il s'agit quand même d'un désastre pour l'administration Trump. Pour les États-Unis, si les choses se calment un peu et qu'ils cessent de cibler des personnes innocentes qui n'ont rien fait de mal, ce sera une bonne chose. Mais je ne retiens certainement pas mon souffle en attendant que Donald Trump fasse ce qu'il faut. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il croyait pouvoir tout faire, que tout était immensément populaire, et que parce qu'il l'avait répété pendant toute l'année 2024, il n'avait plus qu'à passer à l'action. La réalité n'a pas suivi ce scénario. En fin de compte, la politique n'est pas une scène où il suffit de répéter une phrase assez longtemps pour que le réel accepte docilement de s'y plier. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'il s'agit vraiment d'une histoire choc. L'administration Trump commence peu être à reconnaître ses propres limites, à comprendre qu'elle ne sera pas là éternellement, et qu'il est possible que les électeurs ne veuillent pas non plus qu'elle y soit pour toujours. Et c'est peu être le plus grand choc pour une forme de pouvoir qui a pris l'habitude d'entendre plus souvent les applaudissements que la contestation.